Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On a parlé d'espoir, oui, parce qu'il y en est question d'en traiter de la petite bonté, mais il y en a aussi question, ou pas, chez Mathieu Bellil. Bien sûr, il y en est question. Donc, c'est là le cœur de tout cet essai. En fait, qu'on découvre tranquillement, après avoir une mise en situation un peu complexe, un peu désespérante. Je vous lis juste quelques phrases. Papa, est-ce que c'est vrai que le monde va brûler? Lui demande sa fille après une grosse journée d'été au feu de camp, après avoir vu le soleil qui devient rouge. Ça sentait le roussi, ça sentait la fumée. Parce que là, il y a des amis qui ont dit ça. Mais vous, là, j'espère que vous allez avoir l'espoir parce que puis vous allez persévérer parce que tout a brûlé. Là, sa pauvre petite fille qui demande ça à donc Mathieu Bellil. Et lui, de nous répondre en prémisse, j'ai écrit ce livre pour trouver quoi répondre à ma fille. En pleine COP30, au moment où le climat est de plus en plus vu comme une nuisance pour les forces économiques. C'est ça. Fait que ça commence pas nécessairement avec l'espoir. Pas tout à fait. Mais là, il s'engage dans il dit un petit traité historique, mais qui n'est pas tout à fait un traité historique, c'est plus un petit livre de chronique. Toi, tu disais peut-être réflexion, Geneviève? Oui, chronique, réflexion. Oui, chronique. Chronique. C'est un chroniqueur, Mathieu Bellil, chronique à la presse, donc on peut le lire. C'est un professeur au cégep en littérature. Il est plus proche du monde littéraire, de ce que je comprends ici. Il essaie d'aller vers la philosophie, tout en nous faisant un petit détour par l'histoire. Mais là, on va à la recherche de cette idée-là de l'espoir. Quand est-ce que ça commence, Valérie? Quand est-ce que l'idée de l'espoir est née? Et donc, on va aller voir... Faut que ça aille mal pour qu'on trouve l'espoir, parce que sinon, c'est la situation qui prévaut quand ça va bien. C'est un peu ça. Puis c'est de se dire, peut-être qu'il n'y a pas eu d'espoir tout de suite. Parce que l'espoir, c'est de se projeter dans le futur. Ouais. Alors que le futur, c'est un concept abstrait qui va naître quand exactement. Et de se projeter dans le futur, c'est aussi ne pas accepter le présent. C'est ne pas accepter le passé. Donc, on commence beaucoup avec les Grecs. Puis les Grecs, c'était l'âge d'or. On est derrière. L'âge d'or, c'est derrière. Tout ce qui est après, ça va aller mal. Ça va aller toujours plus mal. On parle des Mésopotamiens. On revient ensuite. C'est ça qui est un peu difficile à lire. C'est pas dans le sens de la chronologie. On va d'un à l'autre. Petite chronique, petit paragraphe. Pas l'histoire nécessairement des courants, soit philosophiques. Non. C'est vraiment survol. Okay. C'est un survol documenté, mais à peine. Alors, des fois, c'est 2 phrases pour un chapitre, mais je dirais un paragraphe, puis d'autres fois, c'est plus détaillé. Et là, il y a quelques sources. Mais on va aller dans toutes les directions, les mots qui ont accablé nos ancêtres, la maladie, la faim, la famine, la guerre, etc. Puis, où l'espoir devient peut-être la seule chose qui leur permet de continuer. On s'en va vers les mythes aussi, l'histoire de la boîte de Pandore, nécessairement, Adam et Ève. Qu'est-ce qui reste? C'est des éléments qui sont là pour donner de l'espoir à l'humanité. Mais je t'arrête parce que moi, j'ai une phrase, là. Oui, et d'ailleurs, je précise que Geneviève Bossé a lu le livre. C'est ce regard croisé qui se poursuit. Je t'interromps 30 secondes, mais à la page 12. Oui. L'espoir est-il notre bien le plus précieux ou alors le pire des mots? Fait que moi, ça a fait, OK, là... Page 12, hein? Mais non, mais c'est parce que... Je reconnais là le Mathieu Bellil que je trouvais pas toujours plein d'espoir dans ses autres livres. Pour lui, parler d'espoir, en fait, c'est ses mots, mais il s'en va dans les contenus historiques pour dire parler d'espoir n'était pas toujours un bon sentiment, une bonne pensée. Parce que, comme je l'ai dit, là, c'était se projeter dans quelque chose qui est pas nécessairement arrivé. Donc, restons ancrés dans le présent. Puis, paradoxalement, on va toujours consulter les prêtres, les oracles. On a besoin de se faire dire si son avenir va être bon, si nos décisions sont bonnes. Donc, on doit espérer, mais on doit pas espérer trop. Donc, naît aussi le désespoir dans ces mêmes années-là. Mais un désespoir qui est pas comme un état de tristesse, d'anxiété. C'est plus comme une résignation. Valérie, donc, enlever l'espoir, défaire l'espoir, le désespoir. Arrête de t'ancrer puis d'espérer trop. Ouais. Reste donc dans maintenant. De ne pas voir l'espoir comme une fuite, en fait. Oui, aussi. Mais là, des Grecs, on va passer aux croissants fertiles, puis aux Juifs, puis aux religions monothéistes, puis on arrive, Égyptiens tout en même temps, parce que c'est la culture du croissant fertile. Donc là, on arrive avec des promesses d'au-delà.
Et là, c'est une autre sorte d'espoir qui naît, parce que ça voulait pas dire qu'on pensait qu'il y avait quelque chose d'autre, même si on enterrait nos morts. Et c'est là tout le côté historique que j'aime beaucoup, parce que, si vous le savez, j'ai étudié en histoire également. Donc, on parle de l'apôtre Paul, qui en fait l'une de ses 3 vertus de sa théologie, avec la foi et la charité. Mohamed, qui en fait le moteur du changement moral pour que les individus, les peuples se conditionnent, changent leurs mœurs, parce qu'il y aura un au-delà avec des récompenses. Ça fait que le sentiment... L'arrivée de la croyance, en fait. Avec la croyance. Religion, carrément oui. Organisée. Oui, il y a quelque chose de mieux, parce que là, on parle que l'esclavage est mis en place. Hein. On parle que les conditions sociales sont stagnantes. On parle qu'on vit dans des conditions parfois de misère. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de la vie? Pourquoi on continue? Il y aura un au-delà. Il y aura quelque chose, une récompense. Bon. Et là, on entre dans plein de chroniques, je dirais, des échantillons parfois là, de possibles éléments liés à l'espoir, allant du Moyen-Âge. On fait des quêtes, les découvertes, les reculs, les possibilités, les guerres. Le millénarisme. Voulez-vous m'aider? Le millénarisme, je sais pas ce qui bloque avec ce mot-là. Le millénarisme vécu 2 fois, là, l'an 1000, l'an 2000. Tout à fait. Bon, fait que moi, je dirais, puis on s'en parlait avec Geneviève, c'est dans la mouvance des essais qui commencent des réflexions, mais qui les terminent pas. Oh, est-ce que tu as cette même impression, Geneviève Bossy? Ben oui, puis moi, je trouve que le propos, qui est pas inintéressant, mais ne répond pas à la question de départ, qui est la question là, que pose sa fille. Moi, je m'attendais à... Voici ma fille, ce qui arrive de beau, de bon, parce que c'est sûr que la planète va pas bien, mais si tu focuses juste là-dessus, ben, ça donne pas d'espoir à ta fille. Ouais. Fait que quels sont les petits gestes? On parlait de bonté. Ben, bien sûr, voilà. Les 2 livres peut-être se répondent en ce sens-là. Moi, on le disait moi, j'ai eu l'impression de lire un condensé de Sapiens de Yuval Noah Harari. Puis là, on faisait le lien. Qui s'appelle aussi Une brève histoire de l'humanité. On le disait Est-ce qu'il peut avoir une allusion? Est-ce que Mathieu Bédil en a parlé? Non, moi non plus. Mais c'est les grands moments de l'histoire. Donc, on parle de langue, d'économie, d'environnement, de phénomènes sociaux. Mais on a l'air d'apprendre beaucoup. Moi, j'écoutais Simon et j'étais comme... Il y a plein de liens que je connais pas. Oui, mais je te dirais, puis j'y vais là-dessus parce que moi, j'ai appris, mais je me suis dit, OK, mais est-ce que ce sont seulement ces réflexions? Est-ce que c'est vraiment des conclusions? Puis à un moment donné, je vois que c'est bien soutenu, mais il y a une erreur vraiment importante pour moi. Alors, au chapitre 77, il y avait Jésus et Mahomet, 3 religions, 3 figures qui tout à la fois se suivent et se répondent en même temps qu'ils s'excluent. Combien d'injustices, d'atrocités commises en leur nom? Bon, quand on le sait pas trop, mais Yahvé, c'est le Dieu, Jésus, c'est le prophète et Mahomet aussi. Donc, le vrai prophète, c'est Moïse. Et là, tu dis, oh, OK, ça, c'est une grosse erreur en culture religieuse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps fouillé. Combien d'autres erreurs se sont glissées? Puis là, en fait, il parle à sa fille. Moi, je veux revenir là-dessus, Geneviève, parce que c'est comme s'il nous prenait pour sa fille. Puis on n'est pas des enfants, les lecteurs. Donc, de confondre de nous passer des conclusions trop rapides, puis d'arriver à des constats comme ça sans bien nous les décortiquer, ben, je trouve que c'est intéressant dans le début de réflexion. Mais il dit pas de peut-être ou je pense que ou j'ai l'impression que c'est voici comment ça s'est passé. Et voici les Grecs étaient comme ça. Et voici... Mais en quoi ça... Je reviens à la question de Geneviève, parce qu'effectivement, les gestes et comment faire en sorte qu'en 2025, on ait envie devant ces catastrophes écologiques, ces crises sociales, ces inégalités. Il faut quand même... Il aurait pu peut-être, lorsque ces petites chroniques, là, des fois, c'est quasiment un paragraphe d'encyclopédie, là. Voici ce qui a été fait positivement pour redonner espoir, pour redonner... Mais j'ai bien aimé, là, c'est très court, par contre, la différence entre espoir et espérance. Oui. Il y a quand même des... Bon, je dis j'ai rien appris. J'ai pas rien appris, mais quand on a lu Sapiens puis qu'on s'intéresse à moindrement ce qui se passe autour de nous, puis on a tous eu des cours d'histoire, là. Fait que c'est là, moi, que ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est un survol. Est-ce que c'est vraiment documenté? Oui, mais en surface. Puis, ce qui fait en sorte que
moi, je vois pas tant de lumière dans ça. Oui, parce que revenons au titre. C'est ça, exact. Oui, et non pas tant au titre qui quand même, brève histoire de l'espoir. Là, ça fonctionne, de ce que vous me dites. Ce qui ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse à la question de base. Ben, c'est le côté, est-ce que c'est vraiment de l'histoire? Là, c'est la rigueur historique qui est moins là. Mais c'est une rigueur critique. Je dirais, c'est plus une critique des éléments. Puis, jusqu'à la fin, il dit, parce que je suis vraiment dans le dernier passage de réponse à sa fille encore, parce que l'espoir n'est rien d'autre que la vie même. Donc, si le mot a surgi dans ta pensée comme un besoin, c'est parce qu'il est aussi nécessaire que l'air que tu respires. Sache bien toutefois qu'à trop miser sur l'espoir, on risque de voir le désespoir pointer le bout du nez. Le bout de son nez. Donc, il lui laisse un héritage de... Ben, lâche pas, mais ça va pas si bien que ça. Exact. C'est ça. Donc, en tout cas, on peut pas le taxer de comment dire, de jovialisme ou de lunettes Absolument roses. pas. Non. Mais tu sais, c'est ça. Alors, une brève histoire de l'espoir, je vais le dire enfin comme il faut, de Mathieu Bellil, un essai intéressant, de réflexion, mais qui mériterait d'être plus fouillé, plus poussé, étoffé, et pour lequel, ben, on sort un petit peu déçu, mais quand même, C'est un bon moment de lecture, ça se lit bien, là. C'est quoi, une centaine de pages? Alors, merci beaucoup. Est-ce que, Brian, on va...